c'était un metteur en scène génial par ailleurs. Hein. Ouais. D'accord. Parce qu'il faut savoir séparer l'homme de l'artiste. Donc on est là pour remettre... Et c'est bizarre d'ailleurs que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Il peut arriver qu'un artiste fasse polémique. Et souvent, on se demande alors s'il faut séparer l'homme de l'artiste. Mais en réalité, cette question est mal comprise et dangereuse. Mal comprise parce qu'elle est censée ouvrir le débat, mais que souvent le débat se termine si les réponses divergent. Dangereuse parce qu'elle est beaucoup trop binaire. Elle crée deux camps, le camp du oui et le camp du non. Partant de ce postulat, les deux camps vont clamer qu'ils ont raison et que l'autre camp a tort. La conséquence, c'est que les deux camps ne se posent plus la question « faut-il séparer l'homme de l'artiste ?» Pour eux, la réponse est évidente. Ils agissent, conformément à cette réponse, peu importe les conséquences. Du coup, le camp de ceux qui veulent séparer l'homme de l'artiste est prêt à défendre l'indéfendable. Et le camp de ceux qui ne veulent pas séparer l'homme de l'artiste est prêt à faire censurer des artistes qu'ils considèrent comme toxiques, par exemple. Sauf que ça dépend. La preuve avec les Césars 2020. Ladjli et Roman Polanski, l'un ayant commis un enlèvement, l'autre étant accusé de viol, ont tous deux reçu un prix. Pourtant, ils n'ont pas été considérés de la même façon. Roman Polanski a suscité une polémique mondiale, alors que Ladjli pas du tout. Pourquoi une telle différence de traitement ? Après tout, tous deux sont artistes, et tous deux sont des êtres humains. Bien sûr, on peut penser que c'est uniquement parce que Polanski est plus célèbre. Mais si c'était le cas, on aurait quand même dû entendre des critiques pour Ladjli de la part du camp du non. Cette différence de traitement prouve que les deux camps font quand même des exceptions. Et vu que la réponse est nuancée, elle implique d'autres questions. Quand faut-il faire censurer ? Quand faut-il défendre ? Jamais ? Tout le temps ? Toutes ces questions peuvent être résumées en une seule. Faut-il censurer tous les artistes dits toxiques ? Bon, tout d'abord, c'est quoi de l'art ? Souvent, on l'associe à la beauté, parce que c'est comme ça qu'il était considéré dans la Grèce antique. Je vais résumer très grossièrement, mais en gros, l'art devait être intelligible, c'est-à-dire exprimer une correspondance mathématisable entre le macrocosme, c'est-à-dire entre les parties de l'univers, et le microcosme, c'est-à-dire le corps humain. Il devait aussi être harmonieux, c'est-à-dire respecter des proportions, et sensible. Mais cette définition a des limites. Déjà, parce que depuis, la conception de l'art a évolué. Que ça soit grâce aux artistes ou aux philosophes, on considère actuellement que l'art n'est pas forcément beau, ni esthétique. En fait, les définitions de l'art varient et se contredisent au cours du temps, mais aussi en fonction des artistes d'une même époque. De nos jours, on considère souvent que ce qui fait l'œuvre d'art, c'est son public. Il y a 3 étapes. La création, qui dépend de l'artiste, l'exposition, qui dépend aussi de l'artiste, et la monstration, qui n'appartient qu'au regardeur. Pour la suite, on va considérer que l'artiste est la personne qui fait de l'art. C'est un peu plus compliqué en vrai, mais je te mets une vidéo dans la description si ça t'intéresse. Bref, une fois qu'on sort du canon grec avec l'art qui est forcément beau, on fait la part belle aux artistes qui se foutent complètement du beau. Ils peuvent alors provoquer, mettre mal à l'aise, choquer et même horrifier leur public. Certains spectateurs s'en tiennent à leur première idée, et dès qu'ils n'aiment pas, impossible de les faire changer d'avis. Mais d'autres donnent une deuxième chance à une œuvre qu'ils n'ont pas aimée, que ça soit parce qu'elle les surprend, parce qu'elle est différente, parce qu'ils ne la comprennent pas, etc. En fait, ça varie vraiment d'un individu à l'autre. On aura tous un avis différent sur une œuvre, et pour des raisons différentes. C'est du génie. C'est de la merde. L'artiste. Mais comme le public qui va être divisé pour juger une œuvre, les artistes pensent aussi tous différemment. Du coup, avec un même sujet, les différences entre plusieurs œuvres peuvent être infinies. La seule chose en commun étant de transmettre des émotions. Si certains se cantonnent à transmettre la bonne humeur, d'autres vont plus loin, avec pour seule limite leur propre imagination. Parce que oui, certains artistes ne font pas de compromis. La violence, c'est jusqu'au bout. Du coup, ça peut donner des trucs super provocateurs, voire complètement révolutionnaires, mais aussi des trucs polémiques, parce qu'ils transmettent des idées virulentes. Parfois, les artistes utilisent leur art pour transmettre un message, on parle alors d'artistes engagés. Il faut cependant faire la distinction entre artistes engagés et politique artistes. L'un fait de l'art et s'en sert pour faire passer des messages, l'autre fait de la politique et utilise l'art comme moyen de communication. Ça veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre, l'artiste est d'ailleurs souvent entre les deux. Mais il faut être conscient qu'à un moment T, certains ont plus un objectif artistique et d'autres plus un objectif politique. C'est quoi un artiste ? Un artiste toxique, c'est un artiste qui est considéré comme problématique par une certaine population. Souvent, cette population sera plutôt à gauche politiquement, dans un but de justice sociale, même s'il y a quelques exceptions notables.
En fait, on va considérer que tel ou tel artiste est problématique et on va recommander de ne plus l'écouter, de ne plus lui prêter attention. Parfois même, on va considérer comme problématique toute personne qui continue à la suivre ou la fréquenter. Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. Mais comment est-ce qu'on devient un artiste ? Au final, c'est assez dur à déterminer, il n'y a pas vraiment de règle. Ça peut être à cause de ce que l'œuvre dit, à cause de ce que l'artiste fait ou dit en dehors de l'art, les deux ou bien aucun des deux. Et en général, les gens qui déterminent si les gens sont toxiques se réclament des SJW, en parfaite cohérence pour une fois avec la culture cancel. Souvent, il y a une implication politique ou médiatique à un moment donné pour qu'une personne qui était polémique devienne problématique. Et pourquoi l'artiste devient-il toxique ? Très souvent, c'est parce que les gens considèrent que les moyens de sanction classiques ne suffisent pas ou ne sont pas efficaces. C'est d'ailleurs le principe de la justice populaire. On considère que le juge n'a pas pu sanctionner correctement parce que la loi est mal faite. Ou alors a carrément refusé de sanctionner correctement l'auteur d'un trouble. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'intervient une personnalité médiatique, politique ou un mouvement de foule pour tenter d'influencer le juge et d'aggraver la sanction judiciaire. Ou alors pour sanctionner essentiellement au sens large. Les sanctions sont diverses et variées. Ça peut être du boycott, du harcèlement, de la pression pour faire virer la personne, mais aussi de l'incitation au suicide, avec parfois des conséquences dramatiques. Mais il ne faut pas oublier que malgré tout, l'artiste est aussi libre que nous, et que le fait qu'on soit en désaccord avec lui ne lui retire pas son droit à la création, pas plus qu'il ne lui retire ses œuvres passées. Il faut savoir que toutes les catégories qui font devenir toxiques ne sont pas égales, certaines rendent plus ou moins toxiques les artistes qui en font partie. On va donc faire ça sous forme de crescendo, du plus acceptable au moins acceptable. Il est impossible de faire une vidéo concise si je dois parler de toutes les formes d'art, de tous les artistes et de tous les courants de pensée. On va donc se concentrer majoritairement sur la musique parce que c'est un art très répandu, c'est un art qui permet d'exprimer beaucoup de choses, c'est un art qui ne nécessite pas forcément d'éducation à l'art, et c'est un art qui demande peu de moyens. Bon, et bah c'est parti! Module d'entraînement chargé. Alors oui, il y a des artistes qui se sont vus catégorisés toxiques alors qu'ils n'avaient rien fait. Le 20 avril 1999, aux États-Unis, se déroule la fusillade dans une école la plus meurtrière depuis 1966. C'est le massacre de Columbine, avec 13 morts, ce qui est un peu dommage vu que ça porte malheur. Depuis, les Américains ont bien entendu amélioré le score. Mais cette fusillade reste célèbre pour l'impact qu'elle a eu. On a tour à tour accusé les jeux vidéo, le mouvement gothique et des artistes comme Marilyn Manson ou Rammstein, bien qu'aucun n'ait incité au safari scolaire. Mais les politiciens et les médias ont préféré accuser des artistes qui choquaient plutôt que de reconnaître que la libre circulation des armes avait peut-être joué un rôle. Et du coup, Marilyn et compagnie ont fini par être considérés comme problématiques, comme toxiques, pour de faux prétextes. C'est bien la preuve que la justice populaire est sujette à des dérives beaucoup trop importantes pour être fiable. Quand Orelsan dit qu'il veut avorter sa copine à l'Opinel, quand Billy Khan prétend vouloir tuer des flics, ou que Neil Conrad fait la chanson « Pendez les blancs », c'est l'artiste qui est mis en cause. C'est lui qui fait scandale. Et pourtant, dans ces cas, l'artiste ne pense très souvent pas ce qu'il dit. Il l'exprime juste de manière violente, parce que la provocation fait partie intégrante de l'art. Une deuxième lecture est alors nécessaire pour comprendre ce que l'artiste veut réellement dire. Parfois, il dit très exactement l'inverse de ce qu'il pense, mais il le dit de manière si violente qu'on est obligé d'être contre ce qu'il dit, et donc d'accord avec ce qu'il pense. Il y a beaucoup de manières autres que de dire ce qu'on pense pour faire passer un message. Comment faire du rap sans être dissident? Souvent, la défense de l'artiste qu'il a attaqué sera de montrer qu'il faut le différencier de l'homme ou de la femme qu'il est réellement. Que c'est uniquement de l'art et que son art a été incompris. Qu'il n'incite pas vraiment à la violence, au meurtre ou autre. En clair, que ce n'est pas que de sa faute, c'est aussi celle du spectateur qui n'a pas cherché à comprendre. Et très souvent, cette défense fonctionne, parce que l'artiste est responsable de ce qu'il exprime, mais pas de ce que le public comprend. Si ce dernier ne fait aucun effort pour comprendre, c'est lui qui est en tort. Pour cette catégorie, on va faire une distinction entre acte malsain et idée malsaine. Parce que pour moi, les idées malsaines sont plus dangereuses que les actes. Si un artiste viole un enfant, ça veut pas dire qu'on va le faire pour autant, même si on aime son art. En revanche, si un artiste est comme un menteur pour son public, ce qui est relativement courant, et qu'il tient des propos homophobes ou racistes, il risque d'avoir une grande influence sur la façon de penser de ceux qui l'écoutent. S'agissant des actes malsains, il y a forcément des noms dont je ne peux pas ne pas parler. Le premier, c'est Bertrand Cantat, ancien chanteur de Noir Désir, grand groupe de rock français, et qui a tué sa compagne Marie Trintignant en la frappant. Depuis, il fait la polémique dès qu'il veut recommencer à faire de la musique ou se produire sur scène, car c'est un meurtrier, ça donne une mauvaise image des conséquences des violences sur les femmes. Comme quoi, il n'a pas le droit de poursuivre sa vie même après avoir purgé sa peine de prison. Quand j'entends ce genre de choses, souvent de la part de gens de gauche, je repense à ce que la gauche d'il y a 40 ans chantait. L'homme qui franchit les portes d'une prison en reste marqué à vie. Quoi qu'il fasse sur le chemin de la réinsertion sociale, la société est vindicative. Un ex-condamné ne sera jamais quitte de sa dette,
même après l'avoir payé. On n'a pas évolué depuis, bien au contraire. Non seulement on considère toujours que la prison est une sanction adaptée, mais en plus on considère que la sanction doit se prolonger après. En gros, que seule la mort et l'oubli l'absoudront de ses crimes. Je ne suis pas d'accord, je considère que dès lors qu'on a purgé sa peine, il ne doit pas y avoir de justice populaire. L'autre nom qui revient forcément, c'est Polanski. L'affaire principale, oui parce que monsieur est récidiviste, est d'une complexité effroyable, donc je vais résumer rapidement. En 1977, Roman Polanski drogue puis viole Samantha Gailey, une américaine âgée de 13 ans. Les faits sont finalement requalifiés en abus sexuel sur mineur après un accord entre les parties. Le juge de l'affaire, friand des affaires médiatiques qui lui apportent de la notoriété, ne veut pas choisir une liberté conditionnelle, même si elle est recommandée par un rapport d'expertise. Il a peur qu'on lui reproche sa trop grande clémence. Mais s'il le condamne à la prison ferme, Polanski fera appel, et le rapport jouera en sa faveur. Il met donc Polanski en évaluation diagnostique pendant 90 jours, une sorte de peine de prison ferme. Cette peine est peu valable d'un point de vue légal, mais n'étant pas définitive, elle n'est pas susceptible d'appel. Polanski en sort finalement après 42 jours, mais le juge prononce alors une peine indéterminée, censée être de 48 jours parce que comme ça fait 90 au total. Sauf que rien n'indique que ça va vraiment être 48 jours. En fait, ça peut durer jusqu'à 50 ans. Il faut compter sur la seule bonne foi du juge. Polanski ne le fera pas et s'enfuira hors des États-Unis. Au final, Polanski a purgé sa peine, et en même temps, il ne l'a pas purgé. Dans ce cas, la justice populaire est aussi légitime qu'elle est illégale. Tous les gens qui veulent condamner Polanski sont légitimes dans leurs prétentions, mais rien ne permet de le faire légalement. C'est une question insoluble. On devrait condamner Polanski, mais on peut pas à cause d'un juge imbécile. Que faire dans ce cas? Il faut être réaliste, Polanski ne sera jamais condamné. On ne peut donc pas en vouloir à tous ces gens qui appellent au boycott de ses films. C'est parfaitement légitime. En clair, pour ces artistes, il faut éviter la double peine. Soit il y a peine pénale, et dans ce cas, pas besoin de peine médiatique, soit il n'y a pas de peine pénale, et la peine médiatique est entre guillemets justifiée. S'agissant des idées malsaines, entendons-nous. Ces idées ne doivent pas transparaître dans leurs produits, sinon, j'en parle dans la partie suivante. On peut prendre pour exemple Ted Nugent, qui est très à droite aux États-Unis, Varg Vikernes, leader de Burzum, qui est un meurtrier mais surtout un néo-nazi, ou Kobalade, qui a récemment tenu des propos homophobes. C'est dans leur vie privée que ces artistes sont douteux. Mais ils le sont de manière extrêmement explicite, et vu qu'ils sont connus, leur vie privée est publique. Pour ces gens, je considère que ce qui est important, c'est le symbole. Si un artiste est connu pour son art, tu fais ce que tu veux. S'il est connu pour ses idées de merde, le mieux, c'est de ne pas le soutenir. Ça fait quoi quand une personne dit des atrocités et les pense? En fait, ça dépend. Encore une fois, je vais faire la distinction entre acte et idée. Que faut-il penser de ceux qui incitent au deal? Ceux qui incitent à mépriser les femmes, et qui l'ont fait ou le font encore. De ceux qui incitent à la violence. Des pédophiles qui racontent leurs crimes dans des livres et appellent ça de la littérature. Je dirais que dans ces cas, même si la personne est condamnée pénalement, ce n'est pas une mauvaise chose de la sanctionner socialement aussi. Une sanction pénale pour l'homme et une sanction sociale pour l'artiste. Mais je dirais qu'il n'y a pas d'obligation, ça dépend de ce que l'homme a fait et de ce que l'artiste exprime. À toi de juger. Mais pour les idées, c'est différent. Et quand on parle du loup, il est grand temps de s'attaquer au boss final. Le NSBM, ou National Socialist Black Metal. Comme son nom l'indique, les auteurs sont souvent antisémites, et en plus la musique parle explicitement d'arianisme ou de nazisme. Pour bien comprendre ce dont il s'agit, reprenons depuis le début. Le black metal est un sous-genre musical extrême dérivé du heavy metal. La deuxième vague, qui définit le genre, est née en Scandinavie dans les années 90, et elle se caractérise par un féroce antichristianisme idéologique, voire une apologie du satanisme. C'est principalement dû à leur conversion de force au christianisme alors qu'ils étaient encore païens. Mais le black metal se définit aussi par un important élitisme et jusqu'au boutisme, aussi bien dans la musique que dans l'imagerie. Le principe, c'est que tu fais de la musique, mais tu la rends la moins accessible possible. Comme ça, tu es sûr qu'elle ne plaît qu'à l'élite, qui apprécie son côté pur, et si tu viens connu, ça craint. Sans surprise, un sous-genre aussi provocateur, où tu ne vises qu'un petit public qui se considère comme l'élite, a donc été un terrain fertile pour des dérives en tout genre. Mais la plus célèbre est donc le NSBM, qui vient d'Europe de l'Est. Bah oui, le néonazisme suffit à lui seul à provoquer, à faire sentir à ton public qui est spécial, qui fait partie d'une élite, sans parler du côté pur du black metal qui peut être pris à la lettre. En bref, l'existence du NSBM est somme toute logique. Mais même au sein de la scène black metal, elle est extrêmement controversée.
En résulte plein de questions. Faut-il complètement censurer le mouvement? Le considérer comme du black metal normal et en parler librement? Est-ce qu'on peut écouter du NS et garder son âme? Après tout, la scène est anti-chrétienne, alors pourquoi pas anti-judaïque? Est-ce que paganisme extrême et nazisme doivent être considérés de la même façon? Bon, vu que je considère que l'art n'a pas besoin d'être moral, je suis opposé à une censure pure et dure. Là, tu vas me dire, c'est des nazis, comment tu oses dire ça? Facho! Mais le problème, c'est que si tu censures un tel artiste, tu ajoutes de l'huile sur le feu, en faisant connaître le groupe en question. En revanche, le NSBM n'est pas du black normal. Et les groupes qui en font partie le savent très bien. Je comprends tout à fait ceux qui boycottent, et honnêtement je l'encourage, c'est probablement la meilleure chose à faire pour garder intacte sa santé mentale. Je te conseille aussi de ne pas acheter leur merchandising, vu que c'est du militantisme, ou de les voir en concert. Ensuite, pour moi, avec une scène pareille, on doit forcément se poser la question « Pourquoi ? Pourquoi tu écoutes ça ?» Je considère que l'intention est très importante. Si tu es tombé dessus par hasard et tu as fini par découvrir quel groupe est NS, c'est totalement différent de si tu cherches à écouter des groupes parce qu'ils sont NS. Dans le premier cas, c'est l'art qui t'a attiré, et tu as découvert l'idéologie après. C'est ensuite à toi de déterminer si tu continues à écouter ce groupe malgré ça. Soit tu te censures, soit tu écoutes des groupes qui craignent. Y a pas de bon choix, que des mauvais. Dans le deuxième cas, c'est l'idéologie qui t'intéresse à la base, et dans ce cas... Après, il est faux de considérer que l'antichristianisme et l'antisémitisme sont à mettre au même plan, même au sein de la scène black metal. L'antichristianisme est une forme de réactance, bien que tardive, à la conversion forcée des vikings au christianisme, alors que les juifs n'ont jamais converti personne de force. Mais en revanche, je te préviens, même si tu n'es pas raciste, il est très très dangereux d'écouter du NS. Parce que petit à petit, tu vas finir par avoir une tolérance envers ces gens, voire leurs idées. Le problème, c'est qu'il ne faut pas être tolérant vis-à-vis de l'intolérance. Faut donc que tu sois sûr à 100% de tes convictions, sinon tu vas passer de tolérance à respect, et à partir de là, c'est trop tard. Ce que je peux te conseiller si tu en écoutes, c'est de ne pas écouter les paroles. La musique c'est largement suffisant, surtout dans le black metal. Enfin, je dirais que non, mais la frontière entre paganisme, arianisme et nazisme est parfois très mince. Ce n'est pas parce qu'un groupe fait du black pagan qu'il faut le boycotter, mais ne considère pas que ce sont des anges parce qu'ils ne parlent pas d'Hitler. Hitler détestait les Slaves, et les Slaves le lui rendent bien. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils étaient en désaccord sur l'arianisme, le nationalisme ou bien autre chose. Il y a plus de similarités entre les deux que de différences. De base, considère que les groupes douteux sont des groupes NSBM, donc boycotte leurs concerts, leurs merch et n'en parle pas. Si malgré tout tu considères que ça ne suffit pas, je te mets des liens de sites, tous antifascistes, assez bien renseignés sur le sujet. Même s'il y a souvent une sorte de relation mentor-élève entre l'artiste et nous, ça veut pas dire qu'il nous doit quelque chose. Il crée et nous on regarde ou pas. Et c'est tout. De la même façon, on peut considérer que c'est un bon artiste et adhérer à ses idées, ou pas. C'est un choix personnel, mais il faut toujours garder une certaine distance par rapport à l'œuvre et l'artiste. Sinon, on risque d'être déçu quand on apprend qu'un tel a des opinions opposées aux nôtres. Et dans ce cas, la meilleure chose à faire reste encore et toujours d'être humble et de fermer sa gueule. On peut aimer une œuvre, un artiste, mais dès lors qu'il est douteux, le mieux c'est de se taire et de ne jamais chercher à imposer sa vision de l'art à autrui. Déjà, parce qu'en parlant, on leur fait de la pub, et que de la mauvaise pub, c'est toujours mieux que pas de pub du tout. Ensuite, parce qu'imposer sa vision de l'art, c'est probablement la meilleure façon de montrer qu'on ne le comprend pas.